Bonjour à tous ou rebonjour à tous. On va donc maintenant parler lecture numérique adaptée et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui trois figures incontournables du sujet en France, dans les personnes de Laurette Usan, de l'association Valentin Huy, responsable de la médiathèque Valentin Huy, qui va nous parler d'Éole, que beaucoup d'entre nous connaissons déjà. Alex Bernier, directeur de l'association Braillenet, qui va nous parler de la BNFA, et Luc Momet, qui va nous parler d'un service de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui s'appelle ABC, avec une application prochainement disponible. Alors sans plus tarder, même si effectivement beaucoup d'entre nous connaissons déjà les services notamment d'Éole pour la VH ou de la BNFA pour Braillenet et le GI2A, on va quand même prendre un peu de temps pour expliquer un peu de quelle bibliothèque on parle, ce qu'elle propose, etc. D'une part parce que certains découvrent peut-être ces sujets, tout le monde n'est pas forcément spécialiste de ces questions d'accès à l'écrit, et puis aussi parce que ça fait toujours un peu de bien de savoir qui propose quoi, comment, sous quelle forme, à quelles conditions, etc. Donc sans plus tarder, je donne la parole à Laurette Usan pour nous parler d'Éole au sein de la médiathèque Valentin Huy. Bonjour Fernando, bonjour à tous. Merci de votre accueil. Je m'appelle Laurette Usan, je suis responsable de la médiathèque Valentin Huy qui gère la plateforme Éole, que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà. Donc l'association Valentin Huy, vous la connaissez déjà, c'est 500 salariés, 3000 bénévoles, et une association à vocation nationale avec un siège une centaine d'implantations dans tout le territoire et un objet qui tourne autour de l'autonomie des personnes déficientes visuelles dans leur quotidien. Et donc, effectivement, parler d'autonomie, c'est forcément aussi parler de déficience visuelle. C'est forcément parler d'accès à l'écrit, d'accès à l'information, d'accès à la culture. Naturellement, du coup, l'édition adaptée est au cœur des missions de l'association Valentin Huy, et l'association Valentin Huy y consacre l'activité de 4 de ses services. Le premier de ces services, le centre d'enregistrement, produit des livres d'ESI, audio et audio seulement, voix humaine, enregistrés par des bénévoles. Le second, le pôle d'adaptation des ouvrages numériques, produit des fichiers à partir de fichiers sources éditeurs, des livres en DAISY texte plus audio, en voix de synthèse, avec la voix Manon d'Acapella. Donc la couche texte et la couche audio étant synchronisées, ce qui permet d'avoir l'audio et le texte agrandi, l'audio et le braille éphémère, et de passer d'une version à l'autre au milieu d'une lecture. Cela permet également, là, par exemple, la recherche plein texte. Ce service, le pôle d'adaptation des ouvrages numériques, produit également des livres en braille numérique qui ont vocation à être lus avec des blocs-notes braille et des fichiers d'impression que le troisième service, l'imprimerie, exploite ensuite pour produire des livres en braille papier. Enfin, un service de diffusion commun, la médiathèque, propose ses ouvrages à l'ensemble de ses publics. L'ensemble de ces publics, ce sont les personnes déficientes visuelles, mais également les personnes en situation de handicap empêchant la lecture, donc handicap moteur, intellectuel, troubles cognitifs et notamment troubles 10. Ce sont des services complètement gratuits et l'ensemble des livres proposés par l'association Valentin Huy sont sans DRM, ce qui permet l'aisance dans leurs usages, y compris pour des personnes avec une faible maîtrise technique et quel que soit le matériel utilisé. Ce qu'elle propose, cette médiathèque, c'est 51 000 livres audio. 90% de ces livres sont en DAISY audio voix humaine et 10% en DAISY audio voix de synthèse plus texte. Il est à noter que c'est un fonds en forte croissance. Ainsi, sur l'année 2020, nous aurons fait rentrer environ 10 000 nouveaux titres. 2 tiers de ces collections, et c'est important de le noter, sont issus d'échanges internationaux. On parlera de ces échanges tout à l'heure avec Luc, puisque ces échanges très très largement prennent cadre dans le Global Book Service, le service d'échange de l'Accessible Book Consortium. Ces livres audio sont complétés de 18 000 livres braille papier bien sûr, et c'est le fonds historique de l'association, fonds qui continue à croître. Également, des ouvrages en braille numérique. À noter que l'ensemble de ces titres braille numérique sont systématiquement disponibles en abrégé et en intégrale. Enfin, et c'est une particularité de l'association, 10 000 partitions en braille papier. C'est sûr que en proposant de plus en plus de titres
Et notamment grâce à l'échange international, on arrive petit à petit à desserrer un petit peu l'étau de la famine de livres. Ceci dit, et il faut s'en rappeler, cette offre, elle est très très loin d'être suffisante. Et encore faut-il qu'elle atteigne effectivement ses publics. Public avec un S, bien sûr, parce que ce qui caractérise peut-être les publics déficients visuels, c'est bien leur diversité. Ils ont tous les âges, ils sont tous les degrés de maîtrise technique, tous les degrés d'intégration à ce milieu de la déficience visuelle qui est le nôtre. Et il faut s'en rappeler, statistiquement, la personne déficiente visuelle, et notamment malvoyante, mais c'est la vaste majorité des personnes déficientes visuelles, elle est âgée, elle est très peu technophile et elle ne nous connaît pas. Et cette vaste majorité des personnes déficientes visuelles n'accèdent pas aujourd'hui aux livres adaptés. Et c'est important de s'en rappeler. Autant dire que pour diffuser un livre, il ne suffit pas de poser un lien de téléchargement sur un site web. Parler d'édition adaptée, c'est forcément parler de canaux de diffusion. Alors bien sûr, la majorité de nos prêts aujourd'hui, nous les réalisons effectivement par téléchargement sur Éole. Ça représentait 56% de nos prêts en 2019 et cela représentera beaucoup plus en 2020, notamment du fait de l'épidémie. Effectivement, alors télécharger sur Éole, c'est pas forcément sur Éole, hein, c'est Éole et ses services tiers, Dolphin Easy Reader, le localisateur VoxyWeb, on les a un petit peu cités tout à l'heure. Et c'est quelque chose, c'est un usage en forte croissance. En 2020, nous situerons probablement autour des 190 000 téléchargements. Le second canal de diffusion, c'est l'envoi postal, avec bien sûr l'emploi de la franchise postale. C'est ainsi que nous mettons à disposition des ouvrages en braille papier, mais également l'intégralité de ces 51 000 livres audio sous forme de CD. Ces CD, ils sont gravés à la demande, envoyés en one-way, c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent conserver à l'issue de leur usage le CD et s'ils ne souhaitent pas le conserver, le jeter tout simplement. En 2019, nous avons ainsi gravé plus de 100 000 CD sur une flotte de graveurs industriels. Enfin, la diffusion, elle se fait sur place dans nos locaux parisiens, dans un certain nombre de nos comités, et sur un réseau de bibliothèques publiques partenaires. Nous travaillons ainsi avec 175 collectivités locales partenaires. Il peut s'agir de municipalités, d'intercommunalités, de départements, donc de bibliothèques publiques, mais également de réseaux de bibliothèques publiques, parfois très importants. Un quart de nos utilisateurs, des utilisateurs de nos livres, n'utilisent nos livres que via ce réseau de bibliothèques publiques partenaires. C'est un réseau en forte croissance qui bénéficie du soutien du ministère de la Culture depuis 2013. Vous trouverez la liste complète de ces partenariats sur le site Éole. Pourquoi est-ce que je vous parle de lieux alors que nous sommes sur une journée d'études consacrée aux nouvelles technologies? C'est que l'usage de ces technologies nécessite la médiation. Ces services-là, ils ne sont disponibles, ils ne sont utilisables que dans la mesure où il existe non seulement des outils d'information et de médiation, des supports adaptés, des formations pour les professionnels relais, des outils de médiation technique, de médiation culturelle, mais aussi des lieux et des personnes qui peuvent proposer un accompagnement personnalisé. Alors cet accompagnement personnalisé, il peut être très ponctuel, le temps de l'inscription, d'une démonstration, d'une aide à la prise en main. Il peut être arrivé à une ou deux, trois reprises, un conseil technique, un service de hotline. Il peut également être tout le long de l'usage, par l'aide à la recherche de livres, la prise de commande à chacun des prêts effectués. Il est assuré par les bibliothécaires de la médiathèque Valentin Houy, des 14 bibliothécaires professionnels spécialisés, que ce soit sur place, par email. Actuellement, nous recevons autour d'une centaine de demandes par jour quand même, par téléphone, et nous avons une permanence téléphonique avec une hotline à plusieurs niveaux, tant les demandes sont importantes. Et également, donc, oui, par téléphone. C'est ainsi qu'en 2019, nous avons pu proposer et fournir 263 180 livres, 263 180 prêts à 9 542 utilisateurs actifs. Je parle bien d'utilisateurs actifs puisque s'agissant d'un service gratuit,
le nombre d'abonnés a finalement assez peu de sens. Donc ce nombre d'utilisateurs actifs en croissance rapide. Le mois dernier, en novembre, là, on a inscrit quasiment 500 nouvelles personnes. 494 pour 30 000 prêts. Donc c'est en croissance rapide, mais ce n'est pas une croissance qui nous satisfait. L'objectif étant évidemment d'offrir une offre toujours meilleure à un public toujours plus important, et il y a encore énormément à faire. Je vous remercie. Alors, puisqu'il y a pas mal à faire, et on va maintenant passer la parole du coup à Alex Bernier, de la BNFA, enfin de l'association Brainnet, et qui du coup gère la BNFA, mais peut-être que du coup Alex va nous expliquer un peu les relations entre Brainnet, la BNFA et le reste. Alex, le micro est ouvert. Bonjour à tous. Alors, donc, je vais vous parler, comme l'a dit Fernando, de la BNFA, la Bibliothèque numérique francophone. La BNFA, c'est un site web, www.bnfa.fr. Il y a 3 partenaires qui contribuent à la BNFA, 3 associations. Une en Suisse, le francophone de la BNFA. Donc, c'est l'Association pour le bien des aveugles et des malvoyants, l'ABA, située à Genève. La deuxième, c'est le GI2A, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, le GI2A HappyDV maintenant. Et donc, la troisième association, c'est Brainnet, qui gère, développe et, on va dire, administre la BNFA. Donc, ces 3 associations contribuent à la bibliothèque en déposant leur collection, qui viennent donc s'ajouter au catalogue de cette bibliothèque numérique. La BNFA, elle est pour qui? Les personnes qu'on appelle empêchées de lire du fait d'un trouble ou d'un handicap. On exerce dans le cadre de l'exception au droit d'auteur en faveur de ces personnes. Donc ça peut être pour des personnes aveugles ou malvoyantes, ça peut être pour des personnes qui ont des troubles 10, mais aussi, on y pense moins, ça peut être pour des personnes qui ont des handicaps moteurs, qui vont les empêcher de manipuler un livre imprimé ou un livre numérique, qui vont être plus à l'aise avec des livres audio tels qu'on peut les trouver sur la BNFA. Donc en gros, peuvent s'inscrire à la bibliothèque toutes les personnes qui justifient d'une incapacité ou d'une difficulté, on va dire, à lire des supports imprimés ou numériques tels qu'ils sont disponibles dans le commerce. Alors pour s'inscrire à la BNFA, c'est pas compliqué, il faut aller sur le site web bnfa.fr et il y a un formulaire d'inscription accessible via le lien s'inscrire. Donc je vous montre ici pour ceux qui ont le partage d'écran ce petit formulaire à remplir. Je ne sais pas s'il fonctionne. Il est là, voilà. Donc formulaire très simple à remplir et après il faut nous envoyer un justificatif de l'empêchement de lire. Je ne vais pas les énumérer ici, ils sont présentés sur le site. Mais donc ça peut être un certificat médical, un certificat d'un ophtalmo, d'un orthophoniste, ou un plan d'accompagnement tel qu'on les trouve aujourd'hui dans l'éducation nationale. Voilà, donc il y a différentes pièces qui sont admises pour permettre de valider une inscription à la bibliothèque. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des SAIS, par exemple, qui auraient plusieurs personnes à inscrire en même temps, vous pouvez nous contacter directement en nous envoyant des listes d'utilisateurs. On vous enverra un tableau Excel à compléter pour faire des inscriptions en masse de plusieurs de vos utilisateurs pour vous éviter de remplir individuellement les formulaires. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on pratique notamment pour les SAIS. Qu'est-ce qu'on trouve sur la BNFA? Aujourd'hui, 60 000 titres distincts. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a des titres qui sont disponibles en plusieurs exemplaires, dans des formats différents. Mais là, ce chiffre de 60 000, c'est vraiment le nombre de titres différents. Donc, on a environ 60 000 titres différents sur la bibliothèque. C'est principalement de la littérature générale, donc des romans, des essais, de la littérature jeunesse. On a un petit peu de livres scolaires et des livres universitaires. C'est un peu notre spécificité par rapport à d'autres bibliothèques, c'est qu'on a une offre assez importante en livres universitaires de complexité relativement peu élevée. C'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement pour le moment de livres en sciences humaines et sociales, en droit. En revanche, on n'a pas ou très peu de livres de sciences dures, donc pas de maths, pas de physique actuellement au catalogue, puisque c'est des documents qu'on ne sait pas encore adapter aujourd'hui dans des délais raisonnables. En revanche, voilà, si vous connaissez des étudiants qui ont besoin de livres en lettres, en droit, en sociologie, en psychologie, en philo, etc., vous aurez sans doute des choses intéressantes sur le catalogue de la BNFA. On a à peu près 60% de fiction et 40% de non-fiction sur le catalogue. Et on a environ 5% de littérature jeunesse, soit à peu près 3000 titres.
Donc ça, c'est quelques statistiques à titre indicatif. Je vais vous parler un petit peu des formats qu'on trouve sur la BNFA. On a deux grandes catégories de formats, on va dire. Enfin, deux grandes catégories de livres. Les livres audio et les livres texte. Alors, parmi les livres audio, on a des livres audio en voie de synthèse. Dernière statistique extraite ce matin, il y en a 51 176. Et des livres audio en voie humaine, en voie naturelle, au moment, il y en a 14 880. Et on a des livres textes, et aujourd'hui, on en a 52 400. Donc voilà, tous ces chiffres additionnés font plus que les 60 000 évoqués tout à l'heure, donc c'est ce que je vous disais. Il y a des livres qui sont disponibles dans plusieurs de ces formats. C'est normal parce que sur la BNFA, on utilise un format pivot à partir duquel on génère d'autres formats. Les livres audio voix humaine, c'est aujourd'hui du DAISY 2.02. Et les livres en voie de synthèse, c'est du DAISY 3. Les livres audio en voie de synthèse sont générés en utilisant un outil qui s'appelle le DAISY Pipeline, avec une voix de synthèse d'acapella, Manon, que Laura Cusan a déjà cité tout à l'heure. Manon essentiellement pour le corps du texte, on va dire, et une voix masculine qui s'appelle Bruno, à laquelle on fait lire les titres, les notes de bas de page, les numéros de page, etc. Donc les contenus qu'on va dire secondaires. Voilà. Et on utilise deux voix de synthèse donc dans un même livre pour essayer de rendre l'utilisation plus aisée, plus ergonomique de ces livres en voix de synthèse. Donc on a des livres lus à deux voix sur la BNFA, les livres aujourd'hui, en tout cas tels qu'ils sont produits aujourd'hui. Côté livre texte, on a du PDF et du DAISY texte. Aujourd'hui, ces formats-là sont diffusés de manière cryptée, mais je vous le dis, ça ne va pas durer. On y reviendra sans doute tout à l'heure, mais on va bientôt supprimer, en tout cas alléger ces mesures de protection, supprimer ces DRM. Alors pour ceux qui connaissent la BNFA depuis un moment, et anciennement la bibliothèque Hélène, le PDF avant était crypté, et il fallait un token, une clé USB qu'on branchait sur le PC pour les décrypter. Ça maintenant c'est fini. Aujourd'hui ils sont juste cryptés par un mot de passe. Télécharger ces fichiers, il faut souscrire à un abonnement qui coûte 20 € par an, qui permet d'obtenir ce mot de passe qui permet de décrypter ces fichiers PDF. Donc ces PDF cryptés par mot de passe, en fait, aujourd'hui, ils sont lisibles sur PC, donc avec un outil, un lecteur d'écran type NVDA, JAWS. Ils sont lisibles sur Mac, ça marche avec VoiceOver, et ils fonctionnent aussi sur les téléphones iOS ou Android. Les DAISY textes, eux, ils sont lisibles essentiellement sur des blocs-notes braille, donc ça peut être le Polaris de Philips, anciennement les Braille Sense, le Braille Note Touch de Humanware, etc. Donc on a affiché sur le site les différents blocs-notes braille qui sont capables de lire ces formats-là. Et les DAISY textes sont aussi lisibles sur des baladeurs type Stream, Trek, Lignio Pocket, et sur des lecteurs de DAISY de table, tels que le Stratus ou le Plextalk Lignio. On va peut-être en rester là du coup pour la présentation des services de la BNFA. Je vois le temps qui passe rapidement. J'aimerais maintenant me tourner vers Luc Mommet, qui travaille pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour un service qui s'appelle ABC. Luc était déjà venu nous présenter les activités du service où il est bibliothécaire l'année dernière, mais je crois que cette année, il y a du nouveau. Donc je laisse la parole à Luc maintenant. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier vivement les organisateurs pour cette invitation renouvelée, comme l'a précisé Fernando. Je suis Luc Mommet, je travaille pour l'Accessible Books Consortium, qui est un consortium, comme son nom l'indique, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. J'avais déjà eu la chance de venir vous parler, comme Fernando l'a indiqué l'année dernière, pour vous parler du service mondial d'échange de livres. Donc, ce que je vais faire là, dans les 10 minutes qui me sont imparties, c'est faire un point sur l'avancée de nos travaux, sur l'évolution de ce que j'avais eu l'occasion de vous présenter l'année dernière, et puis parler d'un nouveau service que nous allons lancer en 2021. Donc, le service mondial d'échange de livres, c'est un service d'échange de livres adapté entre bibliothèques productrices, dans le cadre d'un traité international qui s'appelle le traité de Marrakech, qui est un traité administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour laquelle je travaille. En très peu de mots, ce traité permet à des bibliothèques qui produisent des livres adaptés dans les pays qui ont ratifié le traité et implémenté ses provisions, d'échanger des livres entre bibliothèques d'un pays à l'autre sans avoir à rendre compte, à demander d'autorisation aux ayants droit ou à payer. Aujourd'hui, on a créé une plateforme internationale d'échange de livres adaptés et 72 bibliothèques nous ont rejoints et 30 de plus sont en cours d'intégration. Donc, il y a 102 bibliothèques de par le monde qui sont des institutions productrices de documents adaptés comme BrailleNet, donc dont Alex a eu l'occasion de parler, ou la médiathèque Valentin VIII, dont Laurette a pu nous parler.
qui sont des structures qui participent à ce service mondial d'échange de livres. Aujourd'hui, dans le service mondial d'échange de livres, on trouve 650 000 livres accessibles en 80 langues et dans 18 formats différents. Alors, je ne vais pas lister les formats parce que ce serait un peu fastidieux, mais peut-être commenter indiquer les plus connus d'entre eux. On a évidemment des livres au format DAISY, des livres en EPUB, mais aussi dans des formats plus communs comme Word ou PDF. On a des riches collections en BRF, donc des formats de braille numérique, et puis du MP3, etc., etc. Si je me focalise plus particulièrement sur les collections en langue française, puisque j'imagine que c'est ce qui peut plus directement intéresser les gens qui assistent aux journées d'études, dans le service mondial d'échange de livres, dans notre catalogue, il y a aujourd'hui plus de 100 000 livres en français. Et donc, à nouveau, c'est le fruit de la mutualisation des collections produites par les bibliothèques participantes, et principalement de 10 bibliothèques. Alors, il y en a plus que ça qui produisent du livre en langue française, mais il y en a 10 vraiment qui ont contribué à 80, 95, 98% des collections. Ce sont en France, évidemment, l'association Valentin Huy, évidemment BrailleNet, mais aussi le groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, aujourd'hui APIDV. En Suisse, l'ABA et la BSR. Au Canada, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le CELA-CNIB, et NELS. Et en Belgique, ECLA et la Ligue Braille. Et donc, ces bibliothèques, elles mettent en commun dans le service mondial d'échange de livres des livres audio, des livres numériques textes, des livres braille numériques, etc., etc. L'objectif de cette mutualisation, c'est évidemment d'augmenter la capacité de chacune des bibliothèques à proposer des collections riches, des collections diversifiées, puisque, comme cela a été dit, on fait toujours face à une famine de livres extrême. Être déficient visuel aujourd'hui, si l'on considère les possibilités d'accès à l'écrit, dans la plupart des cas, c'est encore être dans une situation d'extrême pauvreté de l'offre. Donc, cette mutualisation, elle s'impose pour enrichir toutes les bibliothèques participantes. Jusqu'à présent, le service mondial d'échange de livres a servi à des bibliothèques comme la BNFA ou EOL de l'AVH à enrichir leur collection mutuellement par le partage dans ce catalogue centralisé. En 2021, nous allons ouvrir une nouvelle interface pour le service, puisque le service va devenir accessible directement pour les personnes empêchées de lire elles-mêmes. Donc, les personnes empêchées de lire, comme cela a déjà été dit par mes collègues, ce sont les personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes, mais aussi personnes qui peuvent être confrontées à des troubles comme la dyslexie, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages ou des problématiques d'ordre moteur. Le catalogue en ligne du service mondial d'échange de livres va devenir librement accessible à tous sur Internet, dans les pays où il y a au moins une bibliothèque volontaire. Donc, je vais rester dans le contexte français, si vous le voulez bien. En 2021, en France, toutes les personnes qui ont un accès à Internet pourront aller regarder le catalogue du service mondial d'échange de livres et regarder ce qui est disponible. Ça, ce sera accessible à tous. Par contre, seules les personnes autorisées par une bibliothèque participante auront en plus la possibilité de télécharger des documents. Donc, je vais le redire d'une façon un peu différente pour donner de la chair à mon propos. En 2021, moi qui suis voyant, qui ai la chance de voir clair, je pourrais, comme tous les Français, aller voir le catalogue sur Internet puis regarder ce qui est disponible. Par contre, si je souhaite télécharger, je ne pourrais pas le faire parce que je ne suis pas reconnu comme empêché de lire en raison de handicap. Par contre, une personne déficiente visuelle n'aura qu'à se tourner vers l'association Valentin Huy, BrailleNet ou une autre bibliothèque française qui voudra bien collaborer avec nous. Et puis, eux seront en capacité de créer des accès pour ces personnes. Un catalogue visible par tous et évidemment le téléchargement des documents réservé aux personnes empêchées de lire en raison d'un handicap, puisque le cadre légal dans lequel nous travaillons, celui du traité de Marrakech, impose des limitations à la diffusion des ressources qui sont produites. Ce service, la nouvelle interface du service mondial d'échange de livres, c'est un service qu'on conçoit comme complémentaire des bibliothèques déjà existantes. D'une part, ce sera un service qui vous sera proposé par les bibliothèques participantes qui le souhaitent. Donc, c'est auprès de vos bibliothèques, des bibliothèques que vous connaissez déjà sur le sol français, alors la BNFA, EOL, le GI2A peut-être demain, que vous pourrez obtenir des possibilités d'accès. Parce que ce sont elles qui vont continuer, évidemment, à être au contact des usagers. Ce sont elles qui offrent le service. Nous, du côté de l'Accessible Book Consortium, nous apportons de la technique, nous apportons évidemment notre capacité à réunir les professionnels, à créer de la mise en réseau, mais en aucune manière, on va faire du service direct à l'usager. Donc ça, ce sera pris en charge par les bibliothèques participantes. C'est la première chose. D'autre part, le catalogue qui va être mis à disposition du public début 2021, ce ne sera pas le catalogue des 650 000 livres, mais un catalogue qui augmentera au fur et à mesure de l'adhésion des bibliothèques participantes. Donc, à chaque fois qu'une des 102 bibliothèques maintenant avec qui nous avons signé un accord de partenariat souhaitera ouvrir ce service à ses utilisateurs, eh bien, elle viendra à bord avec sa collection et donc on pourra mettre la collection
à disposition de l'ensemble des personnes empêchées de lire mondialement. Et je le rajoute pour insister lourdement, c'est un service qui sera accessible uniquement aux abonnés des bibliothèques participantes. Ça signifie deux choses. À nouveau, je le redis, l'Accessible Book Consortium n'a pas vocation à faire de la relation usagée. Nous fournissons des outils aux bibliothèques de notre réseau pour qu'elles puissent proposer de nouveaux services. Et ça veut aussi dire qu'on reste strictement dans le cadre légal du traité de Marrakech. Et donc, évidemment, les livres audio ou les livres en numérique texte qui sont proposés dans le catalogue centralisé ne seront pas accessibles aux personnes qui ne sont pas empêchées de lire en raison d'un handicap. Donc, ce que je vous propose en 2021, et puis je peux le proposer à tous ceux d'entre vous qui nous regardez ou nous écoutez, c'est de venir découvrir le catalogue disponible en ligne, un catalogue initial et qui va augmenter avec le temps. Et puis, pour ceux d'entre vous qui peuvent légitimement accéder au téléchargement, donc les personnes qu'on dit empêchés de lire en raison de handicap. Aujourd'hui, tous ceux d'entre nous qui voient très mal ou pas du tout, vous n'aurez qu'à vous tourner vers une bibliothèque participante pour obtenir des identifiants. Vous le verrez à ce moment-là, il y aura de multiples interfaces pour demander ces identifiants, formulaire en ligne pour possibilité de s'adresser directement à votre bibliothèque. Et tout ça vous sera précisé à ce moment-là pour, de votre côté, pouvoir télécharger des livres. Si vous le souhaitez, je vous invite à poursuivre la discussion avec moi. Sur cette dernière diapositive, j'ai mis mon adresse email, qui est luc comme mon prénom, .momé, M comme maman, A-U, M à nouveau, E et T comme Thierry, @wipo.int, ou de vous rendre sur le site de l'Accessible Book Consortium, qui est accessible à l'adresse www.accessiblebooksconsortium.org. Voilà, je vous remercie vivement pour votre attention. Merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations qui, je crois, du coup, nous remettent bien à l'esprit l'ensemble des services proposés. On le voit, il y a quand même finalement beaucoup de services numériques. On a entendu parler de certaines nouveautés qui pourraient arriver bientôt, donc c'est en constante évolution. On voit du coup l'émergence d'un nouveau service international qui va permettre du coup une mutualisation sous l'égide de l'OMPI et compte tenu du fait qu'on ait un traité de Marrakech qui nous permette de le faire. Alors, ça pose un certain nombre de questions, bien évidemment. La première d'entre elles, je dirais, c'est, mais alors, si on a tellement de titres, finalement, si la Suisse, la Belgique, la France, le Canada coopèrent, entre autres, notamment dans le domaine de la francophonie, finalement, quel est encore le rôle aujourd'hui de structures comme celle qui porte EOL et Braillenet, voilà, pour dire les choses très clairement. On a aujourd'hui effectivement une mutualisation importante des productions de livres adaptés à l'échelle internationale. On mutualise aujourd'hui des titres, mais on s'aperçoit quand on mutualise qu'on a encore qu'on a pas mal de doublons. Donc on pourrait encore avancer un peu plus dans la mutualisation en coordonnant davantage notre production pour vraiment avoir un impact plus fort, plus significatif sur la pénurie de livres accessibles, de livres adaptés. On estime en France qu'il y a 92% de la production éditoriale qui n'est pas accessible. Donc on a encore une marge considérable pour produire davantage et donc pour essayer de combler cette pénurie de livres accessibles. On estime qu'en librairie, il y a entre 6 et 700 000 livres actuellement disponibles. Donc on a, même si on ne souhaite pas tout adapter, on a encore énormément de choses à faire pour arriver à un niveau d'offre décent et proposer vraiment quelque chose d'équivalent à nos publics. Et du côté des halls, par exemple, comment du coup vous vous inscrivez dans ce mouvement et comment du coup ça résonne au sein de l'association Valentin Huy qui comme tu l'expliquais tout à l'heure Laura, du coup distribue selon différents canaux, différentes modalités. Comment du coup vous allez travailler cette question notamment là? Alors pour nous, notre rôle il reste entier en fait. Plus les collections dont nous disposons sont importantes, mieux nous répondons à un public, mais ce public, il n'a pas seulement besoin que les collections existent, il a besoin que ces collections arrivent jusqu'à lui. Et ça demande une organisation de la diffusion qui est là pour le coup du rôle, de notre rôle, du rôle de la BNFA. C'est-à-dire que l'accompagnement des publics, l'accompagnement, la formation de professionnels relais, la construction, la structuration d'un réseau de diffusion sur le territoire est nécessaire pour que ces livres vaillamment produits
par les structures adaptatrices françaises, canadiennes, belges, suisses, aient une valeur d'usage, c'est-à-dire qu'elles arrivent à leurs lecteurs. Alors, je reste encore un peu centré sur vous deux, Alex et Laurette. On a appris le 16 novembre dernier, lors de la tenue du comité interministériel au handicap, sous l'égide de notre Premier ministre Jean Castex, et après l'intervention de Roselyne Bachelot, je cite, pour ne pas me tromper dans les mots qui ont été pointés, le lancement d'une étude de faisabilité sur le fonctionnement d'une plateforme centralisant l'offre des livres accessibles, entre parenthèses, adaptés et nativement accessibles. Du coup, j'ai le sentiment en réalité que finalement cet objet commence à exister sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, notamment au travers là, de l'initiative qui nous est présentée aujourd'hui. Comment vous prenez-vous cette annonce, vous qui justement êtes à la fois des producteurs français de documents adaptés, des distributeurs et qui travaillaient avec ABC notamment? Pour ce qui me concerne, je pense que cette création de plateforme, donc plateforme, on ne sait pas bien ce que ça recouvre, le mot est trop flou pour l'instant, mais la formulation laisse penser qu'il s'agirait d'un catalogue commun, effectivement. Pour moi, n'a plus vraiment de sens dans le contexte des travaux de l'OMPI, parce que ce catalogue commun, s'il existe, il doit s'envisager au niveau international et pour la francophonie, au niveau francophone, un catalogue qui regroupe les productions françaises, belges, suisses, canadiennes, etc., pour citer que les principales. Donc on a du mal à comprendre le rôle que jouerait un catalogue entre guillemets franco-français dans cet écosystème-là et dans ce contexte où l'OMPI développe un catalogue. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on manque le problème qui avait été bien identifié dans des rapports successifs de l'Inspection générale des affaires culturelles notamment, qui est celui de la pénurie de livres accessibles. Et ce que demandent les associations depuis de nombreuses années aujourd'hui, c'est un soutien fort à la production de livres adaptés pour combler la pénurie dont je parlais tout à l'heure. Et malheureusement, je pense que cette plateforme, en tout cas telle qu'elle est présentée là, telle que c'est formulé, ne va pas vraiment dans ce sens-là. Laurette, je reprends là ce concept de pénurie, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. J'ai entendu aussi dans ta présentation que participer à un effort collectif comme celui qui est promu par ABC, c'est aussi avoir la possibilité d'intégrer certains titres, notamment au catalogue d'EOL. Est-ce que du coup, pour poser la question de façon un peu provocatrice, est-ce que c'est pas suffisant finalement à partir du moment où on est en capacité d'intégrer un certain nombre de milliers de titres, comme tu l'indiquais, est-ce que finalement on n'a pas déjà assez à lire et est-ce que ça ne suffit pas en soi ou est-ce que vraiment il faudrait produire plus? Bien sûr qu'il faut produire plus. 92% d'ouvrages interdits à l'usage des personnes déficientes visuelles, c'est un constat qui est dramatique. Bien sûr qu'il faut produire plus. Il faut produire plus, il faut diffuser plus, et ça demande, comme on l'a vu, là aussi, beaucoup de moyens. Il faut mieux partager l'expertise. Nous sommes ici, autour de cette table ronde, deux gros producteurs, diffuseurs de l'édition adaptée française, mais on sait qu'il en existe une myriade. On parlait tout à l'heure des SAIS, c'en est un exemple. Ces petits organismes adaptateurs ont des degrés de maîtrise technique qui peuvent être extrêmement hétérogènes et il y a des besoins là d'avoir une réflexion nationale construite sur comment est-ce qu'on peut partager cette expertise et comment est-ce qu'on peut construire un schéma de l'édition adaptée, efficace à l'échelle nationale. Et oui, donc il faut bien sûr continuer à produire, évidemment. Un des gros arguments pour dire qu'il faut produire plus, c'est par exemple quand on est un étudiant aujourd'hui, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour obtenir un livre dont on a besoin pour suivre un cours. Si le livre était produit en amont, l'obtention serait immédiate. Et aujourd'hui, ce délai nécessaire pour l'adaptation, qui est inhérent à la complexité du livre, mais aussi au délai que l'éditeur va mettre à nous fournir les fichiers sources ou qu'on va mettre nous à numériser le livre, il peut être insupportable pour l'étudiant. C'est-à-dire qu'il va avoir son livre une fois que son cours sera terminé. Donc oui, il faut produire pour créer une offre correcte
en amont et qui soient déjà disponibles a priori. Alors Luc, on a beaucoup parlé de ce qui se passe au niveau national. Évidemment, de là où tu nous parles aujourd'hui, tu as un point de vue qui est beaucoup plus international. Et dans le même temps, ce que j'ai entendu tout à l'heure aussi, c'était une diversité de formats, parfois protégés, parfois pas. On note d'ailleurs qu'Alex annonçait un allègement, peut-être même une disparition de certaines mesures techniques en matière de protection sur les ouvrages proposés par la BNFA. Comment vous allez gérer, vous, au sein d'ABC sur la plateforme, cette question des formats, voilà, on avait aussi passé des choses autour du braille numérique, de tous ces formats. Finalement, vous vous retrouvez au sein de l'OMPI et avec ABC à gérer une multitude de choses en définitive. Comment vous allez vous organiser pour ça en fait? Je vais faire un tout petit détour par la question de la pénurie de livres ou de la richesse des collections. Ce qu'on est en train de faire en premier lieu, par la mutualisation au sein du Service mondial d'échange de livres, c'est faire un constat qui est celui de l'extrême pénurie de documents dans le monde entier. Donc on est en train de faire une photographie de tout ce qui existe, et je prenais l'exemple de la francophonie, mais c'est valable pour à peu près tous les pays. Les collections qui sont disponibles en format adapté, enfin pour tous les pays, pour toutes les langues, sont extrêmement limitées. La mutualisation est utile, elle permet à chaque structure, chaque bibliothèque participante d'avoir des collections beaucoup plus riches à présenter aux utilisateurs, mais elle nous permet surtout de faire le constat d'une situation qui est mondiale, qui est toujours partagée, c'est celle de l'extrême pénurie de documents pour les personnes empêchées de lire en raison de handicap. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire. La seconde, c'est qu'on a l'occasion aussi de faire une bonne photographie des formats de fichiers qui sont utilisés pour la production et pour la distribution au sein du Service mondial d'échange de livres. On ne propose pas 18 types de formats différents parce qu'on trouve ça chouette, on propose 18 types de formats différents parce que ça correspond aux usages dans les bibliothèques participantes. Alors, pour ce qui est de la nouvelle interface qui va être accessible à tous en 2021, on fait déjà un tri puisqu'on ne va pas présenter les formats qui sont les formats qu'on appelle formats de production, c'est-à-dire des formats numériques de livres adaptés qui ne sont utilisables que par des gens qui vont les réutiliser pour produire autre chose. Ceux-là, ils ne seront pas mis à disposition. On va mettre à disposition les fichiers qu'on dit dans des formats de distribution, donc qui sont immédiatement utilisables par les personnes concernées, pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, par les personnes aveugles ou malvoyantes sur leur téléphone, leur bloc-notes braille, leur lecteur DAISY, leur lecteur MP3, etc., etc. Mais on va toujours proposer une certaine diversité de formats. C'est une des raisons pour lesquelles ce catalogue, cette nouvelle interface, elle est de notre point de vue, complémentaire de ce que peuvent proposer d'un côté la BNFA et de l'autre côté EOL, parce que par définition, dans la mesure où on va essayer de proposer une richesse la plus importante possible, on va aussi proposer quelque chose de relativement complexe. Ça va être un catalogue riche en nombre de titres et un catalogue riche en nombre de formats aussi. Donc l'utiliser, ça va sinon demander une certaine expertise, en tout cas, ça va demander aux utilisateurs potentiels de prendre le temps de s'accoutumer à ce qu'on est susceptible de proposer. Pour ce qui est de la question des DRM, donc je travaille pour l'ABC, qui est sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Notre travail, il se conçoit comme un travail qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du traité de Marrakech. Le traité de Marrakech, il prévoit explicitement dans la majorité des pays que la distribution des livres numériques puisse se faire sans qu'on ait à appliquer de ces verrous numériques qu'on appelle les DRM. Donc du côté de ABC, on va proposer des livres téléchargeables sans ces verrous numériques qu'on appelle DRM. Nous sommes dans une réflexion forte pour appliquer une autre forme de protection qui s'appelle en France filigrane, je pense, mais en bon français watermarking, et qui est le fait de rajouter des éléments d'information dans le fichier pour indiquer qui l'a téléchargé, quel jour et à telle heure, ce qui est une protection qui ne limite pas l'utilisation par la personne déficiente visuelle qui voudra lire son livre numérique, mais qui par contre permet une relative traçabilité des fichiers. J'espère que j'ai répondu. Mais parfaitement. Merci encore à tous les trois. Je me tourne maintenant vers Pascal Isel, qui déteste lire, comme tout le monde le sait, qui à chaque fois qu'elle le peut dit combien la lecture lui est insupportable. Pascal, je sais que cette table ronde te tient forcément à cœur de par les combats qui sont les tiens depuis des années. J'imagine donc que tu auras d'une part ton grain de sel à y mettre et puis sans doute aussi peut-être le fait de te faire relais pour les 10 minutes qui nous restent des différentes questions qui ont pu nous être posées. Donc, je vais commencer par les questions parce qu'autrement je me connais, je vais monopoliser. Donc dans les j'ai deux questions pour Alex de la BNFA. L'une étant, est-ce que des enseignants spécialisés qui travaillent avec des enfants déficients visuels peuvent s'inscrire à la BNFA? Les enfants peuvent s'inscrire à la BNFA dans la mesure où ils peuvent justifier de leur empêchement de lire.
Si un enseignant souhaite utiliser la BNFA avec ses élèves, il faut que ce soit ses élèves qui s'inscrivent. L'enseignement ne peut pas s'inscrire directement. D'accord. C'est le cas pour tous les autres professionnels qui accompagnent les utilisateurs, donc les orthophonistes, etc., les ergothérapeutes. Souvent, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est que ces professionnels assistent les utilisateurs pour s'inscrire. Ils remplissent le formulaire pour eux, ils envoient les pièces, etc. Et après, ils les aident à utiliser la bibliothèque, mais on ne peut pas les inscrire directement. Ok. Et donc, j'avais une demande de précision pour la question, toujours pour toi, Alex, pour la BNFA, sur le coût de l'accès. Quelqu'un qui disait qu'il n'avait pas bien compris la tarification pour les fichiers PDF. Les fichiers PDF, c'est 20 € par an. D'accord. Et tout le reste est gratuit. C'est ça. Ok, très bien. J'ai une autre question. Est-ce que EOL et la BNFA seront un jour compatibles DAISY Online? Qui peut répondre à ça? Pour la BNFA, oui. Et pour EOL? C'est pas la direction qu'on prend actuellement. Nous sommes déjà dotés d'une API OPDS. OPDS étant le protocole de transfert de données catalographiques utilisé par une grande partie de l'édition commerciale et du monde du livre numérique, Fieldbook, BNF compris. Et nous sommes en passe de développer une seconde API plus complète au format OPDS2 avec identification de l'utilisateur et accès aux fichiers. Mais donc nous avons fait le pari plutôt d'une compatibilité avec les applicatifs grand public plutôt que d'une interface spécifique au DAISY. Donc sinon, alors j'ai également une question sur les partitions. Y aura-t-il des partitions en braille numérique sur le site de partage dont nous parlait Luc? Et d'autre part, Laurette, est-ce que au niveau de EOL, il est prévu qu'un jour les partitions musicales soient également disponibles en format numérique? Alors, il y a un gros chantier en cours autour des partitions, que ce soit de leur production ou de leur diffusion et également de leur mutualisation. Et oui, on souhaite aller vers la diffusion et la mutualisation des partitions braille numérique. Ceci dit, pour l'instant, je ne peux pas donner de date. Et sur le portail international? Oui, on propose déjà le partage de partitions en braille musical. Il y en a aujourd'hui 7000. Ce n'est pas le type de document qu'on a incité le plus les bibliothèques participantes à partager, mais toute l'infrastructure est là et toute l'infrastructure est là pour qu'on augmente les échanges. On travaille aujourd'hui avec, en particulier, ce qui a déjà été évoqué avec le consortium DAISY, qui, au plan international, fait un travail de mise en commun et mise en réseau des structures productrices de musique, et donc on propose nos services comme structure de mutualisation de ce type de fichiers. Et pour rebondir aussi sur les questions qui ont été posées à propos des formats, est-ce que des études sont menées pour avoir des documents en braille numérique structurés? Parce que souvent, ça reste un problème lorsqu'on récupère du braille numérique ou même des documents textes, même du PDF s'ils n'ont pas été structurés. La navigation et la consultation de façon efficace et aisée dans les documents, ça reste un problème. Est-ce qu'une réflexion est menée là-dessus et est-ce qu'il y a des choses à l'horizon qui pourraient sortir de tout cela? Alors, le format que nous utilisons pour le braille numérique aujourd'hui, c'est du BRF, qui est à l'origine un format d'impression, et donc par définition qui n'a pas été conçu pour structurer. Il a été choisi parce qu'il est lu, il est géré par un très grand nombre de blocs-notes. Ceci dit, effectivement, on voit bien que le besoin de structuration, il est là. Il faut noter qu'on a une grosse étude quantitative qui est en cours de lancement auprès de nos utilisateurs et que l'une des questions qui va être posée, c'est justement celle des usages aujourd'hui du braille numérique, de façon à orienter notre prise de décision sur ces sujets-là. Donc oui, ça fait tout à fait partie de nos réflexions. Côté BNFA, on réfléchit à l'intégration du braille numérique dans le format EPUB. Aujourd'hui, l'EPUB, c'est très souvent en tout cas pour du texte normal, enfin de l'hypertexte, mais voilà, pas forcément codé en braille, mais on peut, et c'est très peu répandu aujourd'hui, faire de l'EPUB braille, purement braille. Donc ce ne sera pas lu du tout par la synthèse vocale, ce sera vraiment du code braille dans l'EPUB. Et c'est des choses qu'on est en train d'explorer. Alors, je ne saurais pas vous dire si ça sortira un jour sur la BNFA. En revanche, c'est des expérimentations qui ont lieu techniquement aujourd'hui. Après, il reste à voir si elles seront concluantes.
Effectivement, le bénéfice, c'est que ça fait du braille navigable avec toutes les fonctionnalités de navigation de l'EPUB. Mais ce sera lisible avec quel type de matériel? Et c'est lisible avec tout ce qui supporte le format EPUB. Donc, par exemple, sur PC, ce serait lisible avec Thorium, ce serait lisible avec EasyReader ou VoiceDream sur des terminaux mobiles. Mais avec l'avantage par rapport à de l'EPUB texte, c'est qu'on pourrait créer du braille de meilleure qualité, faire de l'abrégé de haute qualité, etc., etc. Bon, on ne sait pas si le bénéfice utilisateur est si important que ça, mais en tout cas, c'est des choses qui sont techniquement possibles aujourd'hui. Et après, reste à voir s'il y a vraiment un intérêt. Et pour les documents PDF au niveau de la BNFA, est-ce qu'ils sont structurés? Est-ce qu'il y a moyen de passer de titre en titre, de consulter une table des matières? Il y a une table des matières. Après, actuellement, ils ne sont pas tagués au sens PDF du terme. Ils vont bientôt l'être, mais pour l'instant, ils ne le sont pas pour des raisons techniques plus compliquées à expliquer. Mais en tout cas, il y a une table des matières. Ouais. Donc, en fait, une fois qu'on a repéré un titre dans la table des matières qui nous intéresse, il faut effectuer une recherche de caractère pour aller au chapitre correspondant? C'est vraiment un lien. Déjà aujourd'hui? Ouais, ça y est déjà aujourd'hui. C'est vraiment un lien. Il suffit de valider sur ce lien et on arrive sur le titre concerné. Par contre, il n'est pas tagué au sens programmatique du terme, j'ai envie de dire. Donc, si on veut se déplacer de titre en titre en appuyant sur H ou T selon qu'on utilise NVDA ou autre chose, ça ne marchera pas. Eh bien, écoutez, au niveau des questions, je pense qu'on a fait le tour de ce qui est arrivé sur le chat. Moi, j'aimerais juste, en guise de conclusion, si vous le voulez bien, comme on atteint la fin de notre session, on a commencé un tout petit peu en retard, je vais juste me permettre de poser une dernière question, finalement à nos trois panélistes en réalité. Alex vient de lâcher le mot EPUB. Le format EPUB, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un format très lié à l'industrie du livre numérique, d'abord présenté dans sa version 2, aujourd'hui dans sa version 3. Nous-mêmes, quand nous avons édité l'ABC de l'accessibilité numérique, nous l'avons, nous, Fédération des aveugles et amblyopes de France, édité au format PDF accessible et EPUB 3 accessible. Dans la mesure où les éditeurs s'organisent aujourd'hui, notamment dans le cadre de l'acte européen d'accessibilité, qui demande à concevoir des contenus nativement accessibles pour le livre numérique à horizon 2025. Donc, dans la mesure où ces éditeurs sont en train de travailler sur ces questions-là, est-ce que réellement il y a encore besoin d'éditions adaptées en fait? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Premièrement, on a parmi nos publics des gens qui ont des pratiques suffisamment spécifiques pour que non, l'EPUB ne réponde pas totalement à leurs besoins, parce que leur degré de maîtrise technique ne leur permet pas d'utiliser un lecteur d'EPUB, parce qu'ils veulent du braille papier, des raisons de ce type-là. D'autre part, d'abord, je pense qu'il faut prendre 3 minutes pour se réjouir si effectivement on arrive à ce que les livres simples soient systématiquement commercialisés dans des formats véritablement accessibles, nativement accessibles. Je pense qu'il faudra prendre 3 minutes pour faire la fête quand même, parce que ça voudrait dire énormément de belles choses pour une très grande majorité, en tout cas une bonne partie de nos publics. Mais il faudra quand même ne pas perdre de vue ces publics plus en difficulté. Il faudra aussi garder en tête que ça vaudra pour le livre simple et que ça nous permettra de prendre enfin du temps pour les livres complexes. Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurette. J'ajouterais que ça, ce sera valable pour le flux des nouveautés. En revanche, le stock des livres existants restera toujours inaccessible. On a aussi la question des livres complexes. Et un livre complexe aujourd'hui, c'est quoi? Ça peut être un guide de voyage, ça peut être un livre de cuisine, ça peut être un livre jeunesse avec une maquette un peu compliquée avec beaucoup d'illustrations. Quand on dit complexe, ça ne veut pas dire pas courant. Des livres complexes, il y en a partout, il y en a beaucoup. On a besoin de ces livres-là. Et je n'ai pas mentionné le livre scolaire, mais qui est une grande source de complexité aujourd'hui. Donc voilà, on aura toujours beaucoup besoin d'éditions adaptées pour tous ces livres-là. Pour conclure, Luc, est-ce que du côté d'ABC, les formats EPUB 3, ça fait partie des formats que vous rencontrez souvent dans les formats déposés aujourd'hui, en nativement accessible? Aujourd'hui, les livres numériques partagés avec nos formats EPUB 3, c'est une infime minorité. Toutefois, on en fait rentrer un certain nombre chaque année dans les collections, puisque une des activités de l'Accessible Book Consortium, c'est de faire du renforcement de capacité. Donc, on aide des bibliothèques dans des pays en voie de développement à produire du document adapté, et en particulier, on les aide à produire du livre scolaire en format EPUB et dans d'autres formats dérivés. Donc, par ce biais-là, on rentre des documents dans ce format-là. Et puis, on est les acteurs de la convergence entre l'édition adaptée, ce que vous avez appelé le nativement accessible,
Et je pense que je peux parler aussi pour Brainnet et l'association Valentin UI en disant que ce qui est en train d'arriver avec le nativement accessible, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus comme une mauvaise surprise pour des structures qui seraient productrices de documents adaptés, mais ce nativement accessible qui est en train d'arriver, c'est le fruit du travail d'un certain nombre d'institutions et de personnes depuis des années. Donc, on l'accueille à bras ouverts. Un tiers des activités de l'ABC, de l'Accessible Book Consortium, concerne le nativement accessible, donc le fait d'inciter les éditeurs à produire en nativement accessible. Les éditeurs sont représentés au sein de l'ABC puisque la Fédération internationale des éditeurs siège au bord de l'ABC. On va vers un moment qui est plutôt heureux où on espère que la production de documents nativement accessibles va augmenter de façon radicale et ils seront accessibles à la majorité des personnes empêchées de lire en raison de handicap. Ça n'enlève rien au fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation de pénurie extrême. Donc, on a besoin de toutes les solutions qui sont disponibles. Ça veut dire l'édition adaptée, ça veut dire le nativement accessible, ça veut dire le renforcement de capacité dans les pays ou pour les institutions qui en ont le plus besoin. Donc, on va vers du bon et pour l'instant, il n'y a aucune structure ou aucune initiative qui, de mon point de vue, s'avère obsolète. Et ben, un très grand merci encore une fois à tous pour cette très belle table ronde. On espère voir rapidement du coup les évolutions annoncées d'une part dans nos bibliothèques spécialisées et d'autre part au niveau international. Voilà, encore un grand merci à tous et au plaisir de vous retrouver ici ou là. On va avoir d'autres occasions pour reparler d'éditions adaptées et d'éditions nativement accessibles. Merci encore.